Salut à tous, c'est Christian de Mythologie Astrale. Si vous m'avez trouvé, c'est que vous êtes plutôt futé. C'est juste un test pour voir si le son est parasité ou pas. Bon, en vrai, je pense que ça devrait aller. Je vais essayer de réduire le son après sur Audacity et puis on verra ce que ça va donner. Anyways, en tout cas, si vous m'avez trouvé, c'est que vous êtes plutôt futé. Et aujourd'hui, on va refaire un classique. On va passer en revue les 12 maisons du Zodiaque. Et en fait, souvent, on me demande, mais ouais, mais qu'est-ce que tu privilégies dans tes interprétations et comment tu vois le thème, etc. Je vous avoue que lately, c'est vraiment mes questions préférées parce que ça me permet d'élaborer sur ce que j'aime, l'astrologie, et pas que l'astrologie, puisque c'est évidemment une logique et un mécanisme et une pensée, une réflexion qui dépasse la logique de l'astrologie. Euh, mais enfin bon, merci en tout cas à tous de votre écoute. Bienvenue aux nouveaux. Il y a eu pas mal de nouveaux là, un nouveau batch d'arrivants, mais une petite anecdote. Ce que je trouve vraiment cute, c'est que les nouvelles personnes, quand je lis leurs témoignages et leurs commentaires, généralement c'est leur premier commentaire. Il y a plein de gens qui commentent même pas en fait sur YouTube, donc je suis vraiment là, c'est mon ego de lion, il reprend des forces. Et en fait, dans leurs témoignages, je capte tout de suite qu'ils sont dans la vibe, ils sont dans l'ambiance, c'est clairement des futés. Et du coup, j'ai pas ce truc où je me dis, ah, petit stress quand même, parce que plus l'audience grandit et plus le truc, en fait, il devient connu, et plus le truc, il devient connu, et moins c'est fun, parce que, bah, forcément, quand on a conscience qu'il y a un peu plus de monde, je pense qu'il y a des mécanismes conscients ou inconscients qui se mettent en place par rapport à ce qu'on dit, par rapport à la manière dont on le dit, et c'est vrai que j'aime bien garder quand même mon authenticité sur ce podcast, c'est un peu mon jardin secret sans être un jardin secret, c'est un jardin secret public. Mais voilà, donc bienvenue à tout le monde, bienvenue. Et pourquoi je veux passer en revue les 12 maisons? Parce que pour moi, c'est vraiment une compréhension qui est importante. Pour moi, elle est même encore plus importante que celle des signes. Je pense que la compréhension des signes, on l'a presque de manière, peut-être pas innée, hein, faut pas déconner, mais en tout cas de manière inconsciente, c'est des mécanismes qu'on identifie très bien. Franchement, vous seriez choqués, même chez une personne qui est illettrée, même chez une personne qui ne lit pas, euh, qui ne regarde pas de films, qui est pas vraiment exposée en fait aux produits culturels ou quoi. Peut-être que la personne est dans la culture, mais autrement. Vous leur parlez des archétypes et vous les décrivez et les gens ont une image très claire, voire même encore plus précise que la définition que vous êtes en train de leur donner. Alors, et ça, c'est la compréhension qu'on a des 12 archétypes. Pourquoi? Parce qu'ils sont connectés avec de plus grands archétypes que Jung a classifiés très gentiment pour nous. Et tout ça, j'en parle dans les capsules qui sont disponibles sur mythologieastrale.com où pour chaque ascendant, en fait, je décortique. Alors, c'est pas tout ce qu'il y a dans les capsules. Il y a vraiment toute une review de l'archétype du signe et d'autres archétypes qui sont cousins de ce signe. Et ensuite, on revient sur la base fondamentale, la racine de toutes les interprétations, la construction des 12 maisons entières dans les 12 signes du zodiaque qui changent en fonction de l'ascendant. Donc, je rappelle, j'utilise le système des signes entiers, c'est important. Donc, système des signes entiers, n'hésitez pas à vous renseigner dessus s'il y a encore des choses qui vous échappent sur la compréhension de ce système et des maisons entières. Mais voilà, en tout cas, c'est celui qui est utilisé dans l'interprétation ici des maisons. Et donc, on va commencer par le commencement, donc la maison numéro 1, qui est la maison de l'identité. C'est une maison qui héberge d'autres points importants du thème, notamment l'ascendant. Voilà. L'ascendant, c'est pas toute la maison, c'est un point précis à l'intérieur de la maison. C'est pas parce qu'on fonctionne dans un système de maisons égales qu'en fait on nie l'existence des degrés des éléments. Ils ont aussi leur importance et pour certaines personnes qui sont initiées à ça, on peut même interpréter par rapport à la nature et la position en fait des degrés dans une maison quoi. Puisque chaque tranche, chaque décan a une teneur différente, a une dimension différente, a une interprétation différente. Il y a tellement de choses. Vraiment, c'est pour ça que je vous dis, moi, les lectures compréhensives que je propose, évidemment, il y a la lecture compréhensive de thème astral, Héraclès, qui fait les 12 travaux, en fait, d'Hercule, mais les 12 maisons, en fait, plutôt. Mais en vérité, on pourrait parler d'un thème astral de quelqu'un en 1 heure, comme on pourrait parler du thème astral de quelqu'un en 1 mois. Il y a énormément d'éléments dans un thème, en fait. C'est pour ça que Moi, je suis hyper fier parce que je reçois beaucoup de messages de gens qui me disent que c'est la première fois qu'ils se font interpréter leur thème, que c'est leur premier lien avec l'astrologie et avec cette pensée-là, parce que c'est d'abord une pensée, hein, c'est un outil. Euh, c'est pas une religion, c'est pas une spiritualité non plus pour moi, l'astrologie. Je ne crois pas en l'astrologie. J'utilise l'astrologie.
Euh, mais bon, voilà, en tout cas, cette maison 1, elle loge l'ascendant, et donc c'est un point précis à l'intérieur de cette maison qui est vous, en fait. C'est ça qui est beau avec cette maison 1, c'est que moi, j'aime bien représenter physiquement les maisons, et en fait, cette maison 1, c'est vous, en fait. Vous êtes le vaisseau de cette maison, quoi. C'est pour ça que toutes les choses qui arrivent dans la maison 1 et tous les séjours et les colocations de planètes dans la maison 1, elles nous affectent particulièrement parce que c'est nous. Et moi, j'aime bien dire dans mes interprétations de thèmes, quand il y a une présence forte d'influence d'une planète, particulièrement les planètes lentes, euh, qu'elles viennent colorer en fait cette maison 1 de l'identité, cette maison 1 de l'apparence, cette maison 1 de la projection aussi de qui on est, de la perception. Voilà, donc une très belle maison que j'aime beaucoup, la maison 1. Qu'est-ce que je raconte? Moi, j'aime pas la maison 1, n'importe quoi. On est super vulnérable en fait dans cette maison 1. Donc en vrai, c'est pas ma maison préférée. Qu'est-ce que je raconte? Moi, c'est ma maison préférée, n'importe quoi. Next, la maison 2. La maison 2, c'est une maison que j'aime beaucoup aussi parce que on rentre dans une catégorie de maisons qui, pour moi, ont une double tranche de signification. Donc la première dimension, c'est vraiment une dimension qui est très bon, c'est la maison entière qui est traditionnellement associée au signe du taureau, donc c'est très matériel, c'est très voilà, gestion des ressources, money, 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 l'argent. Et en fait, quand on rentre dans cette dimension de intermédiaire, on va dire, on a la première dimension de la maison 2, on a la deuxième dimension qui est un peu intermédiaire, où on va commencer à réfléchir en termes de capital, en termes de système de valeur. Euh, en termes d'expérience, en termes de valeur des expériences, moins sur la valeur de choses physiques, beaucoup plus sur la valeur de choses qu'on ne peut pas vraiment saisir, toucher, etc. Et la dernière dimension, euh, c'est complètement différent. C'est une maison qui a aussi attrait à des choses beaucoup plus intimes, en fait, de nous. Si la maison 1, c'est l'armure, c'est la combinaison qu'on porte pour se déplacer dans le monde et faire nos actions, etc. La maison 2, pour moi, c'est l'intérieur en fait de cette armure. Si on était des mollusques, ce serait gluant et dégueulasse, mais on n'est pas des mollusques, Dieu merci. Et donc l'intérieur, c'est notre corps, c'est notre chair, enfin moi j'adore la maison 2. C'est une maison, je trouve, qui est bizarrement proche du corps. Alors peut-être pas le corps physique, peut-être d'autres corps, mais en tout cas je trouve que c'est une maison qui est proche du corps. Dans cette maison 2, on a l'estime de soi et on a la dignité. Dans cette maison 2, on a également la voix. Hein, la voix qu'on entend et la voix que l'on manifeste. Donc si vous êtes un peu littérature et vous lisez, etc., vous savez que les auteurs ont une voix. Pourtant, vous les entendez pas parler. Vous lisez, mais vous savez qu'ils ont une voix. J.K. Rowling a une voix particulière. Jean d'Ormesson a une voix particulière. Marc Lévy a une voix particulière. Voilà, Tommy Adeyemi a une voix particulière. Bref. Et en fait, cette maison 2, c'est à la fois pour moi une maison de la voix physique, donc celle que vous entendez là à travers le micro, et c'est aussi une maison de la voix artistique, la manière dont la personne, je trouve qu'on voit ça dans cette maison-là. Moi, à titre personnel, c'est une maison dans laquelle j'ai Jupiter en Sagittaire, donc allez savoir si j'ai une voix pour parler de spiritualité ou de philosophie, ou voilà, c'est ce genre de choses-là, je pense que oui. Mais voilà, on m'a toujours complimenté sur ma voix, on m'a toujours dit des choses sur ma voix, blablabla. Je pense que c'est Jupiter en Sagittaire, en maison 2, par la grâce de Dieu, qui est là-bas. C'est aussi un truc qui me rend très ambitieux en ce qui concerne la gestion de mes ressources et voilà, et comment je pourrais me projeter dans le futur sur ma quantité de ressources, etc. Moi, je me suis jamais perçu au final comme pauvre. Hein. C'est vraiment en tant qu'enfant, vous êtes confronté comme ça à une situation où c'est horrible. Hein. Vous êtes qu'un enfant, mais vous comprenez que vos parents, ils ont pas de blé, parce que voilà. Mais bizarrement, c'est pas un truc qui m'a contaminé. Enfin, si, je pense d'une certaine manière, parce qu'on peut pas échapper dans ce système capitaliste horrible. Mais je me suis jamais. Enfin, j'ai toujours su que j'étais autre chose, quoi. Et je pense que c'est aussi la présence de ce Jupiter en Sagittaire en maison 2, quoi. Mais il y a encore plein d'autres dimensions. Hein. Là, vraiment, je brosse, mais la surface, quoi. Il y a plein de dimensions, y compris dans cette maison 2, quoi. Puisque dans cette maison, il y a la voix. La voix, elle réside dans cette maison 2. La maison 3, next. La maison 3, c'est une maison où on rentre encore dans une autre catégorie, je trouve, d'interprétations qui sont complexes. Il y a énormément de choses qui concernent la maison 3. Vous seriez vraiment surpris d'être étonné, comme le dirait ma mère. Surpris d'être étonné.
La maison 3, c'est une maison qui, déjà pour moi, a une certaine temporalité. Alors vous allez me dire, mais de quoi il parle? Mais ça, c'est pour les gens qui écoutent le podcast depuis longtemps, vous n'êtes pas choqués, c'est ma manière de m'exprimer et d'interpréter. C'est une maison qui a une certaine temporalité. La maison 2, pas forcément. La maison 1, enfin voilà. La maison 3, oui. Je vois pas forcément... Comment expliquer? Je vois pas le présent de quelqu'un dans la maison 3, en fait. Je vois toujours un espèce de retour en arrière. C'est la maison de l'environnement proche. C'est une maison qu'on associe euh, aux environs autour de vous et autour de chez vous. Dans cette maison, on peut trouver parfois les voisins dans la maison 3, mais aussi la fratrie. Si vous avez des frères et sœurs, ils sont dans votre maison 3. Le quartier, la banlieue, hein, la zone dans laquelle vous avez grandi, le patelin, le pavillon, voilà. On vous connaît par votre prénom. Vous connaissez aussi les gens par leur prénom. Mais en même temps, dans cette maison 3, on peut retrouver un journal local, un journal régional, la presse locale, la presse régionale. On peut trouver aussi dans cette maison 3 un voisin qui est trop curieux. Je dirais aussi que les parrains, marraines sont aussi dans cette maison 3. C'est assez particulier comme maison. Pour moi, si je devais résumer, c'est une maison de petites compétences aussi, la maison 3. C'est pas les grands théorèmes et les grandes démonstrations de la maison 9 qui est en face, qui est traditionnellement associée au Sagittaire. C'est apprendre à lasser ses chaussures, apprendre à compter, apprendre à lire, apprendre à écrire. Donc c'est des compétences qui sont fondamentales, essentielles, mais en même temps, c'est pas des trucs de ouf. Hein, voilà, faut pas non plus... Enfin, bon, j'adore les enfants, hein, mais c'est pas un truc de ouf. Next. La maison 4 entière, elle est mignonne. Ça se voit, j'avais rien à dire. Que dire sur la maison 4? La maison 4, c'est une maison qu'on associe aux ancêtres. C'est une maison qu'on associe... Alors, ça, il y a plein de théories qui s'affrontent en fait sur ce sujet-là, sur l'attribution de polarité ou de rôle en fait aux maisons. Donc je m'explique, la maison 4 ce serait la maman et la maison 10 c'est le papa. Voilà, moi ça me paraît un peu scabreux, ça me paraît très postmoderne, woke, enfin voilà. Je pense que naturellement, quand on parle de filiation, de racines, de la terre, des ancêtres, de la famille, on revient toujours à la mère. Donc pour moi, évidemment, il y a une dimension très féminine à l'archétype de cette maison 4. Pas forcément, vous pouvez avoir un signe masculin dessus, hein, c'est la vie. Mais il y a une dimension, c'est mon cas, il y a une dimension qui est très féminine, je trouve, dans la fonction en fait de cette maison. C'est quoi la fonction de cette maison? La fonction de cette maison, accrochez-vous bien, c'est le retour à soi. C'est ça, la vraie signification de la maison 4, c'est la maison du retour à soi. Et c'est très important ce que je vais vous dire. La famille de sang, ce n'est pas toujours la voie obligatoire de tout le monde pour revenir à eux-mêmes. Voilà, dans la culture, et à la télévision, et dans la pop culture, et dans l'imaginaire collectif, et dans le machin. Voilà, c'est un truc qui est vachement installé, mais c'est pas obligatoire. Pour beaucoup de gens, le retour à soi-même, ça passe par une passion, ça passe par un lieu, ça passe par une relation, ça passe par une personne, ça passe par une association d'odeurs, de couleurs, de senteurs, de goûts, de textures. C'est ça, en fait. Et c'est ce que je trouve très beau dans l'humanité, c'est que chaque personne a un chemin qui est complètement différent pour arriver jusqu'à lui-même, pour revenir à zéro. Et du coup, ça me permet d'embrayer sur la suite de cette maison 4, parce que dans cette maison 4, il n'y a pas juste les fonctions que je viens de vous décrire. C'est une maison qui abrite aussi un autre point spécial qui s'appelle le fond de ciel. Parfois, il y a certaines personnes qui n'ont pas forcément toujours leur fond de ciel en maison 4, et c'est ok. De même que tout le monde n'a pas son demi-ciel en maison 10, et c'est ok. La maison 4 avec le fond de ciel, c'est le retour à zéro. C'est les racines les plus profondes de votre thème, c'est la vase primordiale de laquelle vous êtes sorti. Ce fond de ciel, c'est vous. Et donc ça choque toujours beaucoup de gens. Moi, par exemple, j'ai un fond de ciel en Verseau, et ça a été un énorme choc pour moi, encore plus que d'apprendre mon ascendant Scorpion. Je me suis dit, merde, à ma racine, à mon radical, à mon zéro, je suis Verseau, en fait. Et ça a été, mais comme dans Sailor Moon, dans la scène finale, où en fait, elle prend Sailor Galaxia dans ses bras, et puis voilà, tout le mal qui la possède et tout sort de son corps, et en fait, elle est en mode, oh my god, you saved me, et tout. Voilà, c'était un peu ce truc de, je me suis dit, waouh, en fait, t'es Verseau, quoi. Mais j'ai fait une série sur les fonds de ciel, n'hésitez pas à écouter sur le podcast, elle a vraiment été faite avec mon cœur, donc voilà, j'ai mis tout mon cœur, toute mon âme.
Next. La maison 5 entière, c'est une maison de fun, c'est une maison d'entertainment, c'est une maison de joie, c'est une maison de plaisir, c'est une maison de l'enfance et des enfants, c'est une maison de fertilité. Euh, voilà, il se passe beaucoup de choses dans la maison 5. Et il y a beaucoup de monde aussi dans la maison 5. C'est les gens que vous rencontrez en soirée, c'est vos amitiés de vacances, c'est vos amours d'été. C'est une bonne ambiance, franchement, la maison 5. Même une maison 5 avec le Capricorne, c'est toujours fun. En fait, pour vous, ce sera toujours fun. Pour d'autres personnes, c'est compliqué de comprendre, mais pour vous, ce sera toujours fun. Moi, j'ai Saturne, malheureusement, dans ma maison 5. Donc, c'est un peu moins fun pour moi. Mais j'ai mes manières à moi d'avoir du fun. Voilà, je sais comment me divertir, je sais comment avoir du fun. Et c'est peut-être que sur le baromètre du fun, peut-être que je suis à 4 sur 10 par rapport à une moyenne qui serait à 5 sur 10. Peut-être que je suis à 2 sur 10. Mais c'est mon 2 à moi. Et chaque personne avec sa maison 5 a son propre rapport au plaisir, son propre rapport à la satisfaction. Hein, c'est ça aussi la dimension supérieure de la maison 5. On parle beaucoup blablabla, romance, sexe, coup d'un soir, promiscuité, enfant, machin, fausse grossesse. Voilà, on parle de ça. Mais je trouve que le dénominateur commun de ça, c'est la question du désir et de la satisfaction. Pour moi, c'est vraiment une question du désir et de la satisfaction. C'est aussi une maison de manière beaucoup plus radicale et pragmatique des investissements financiers. C'est une maison où on prend des risques. Donc, c'est une maison qui, dans l'ancien temps, était vachement associée au pari, au gain, au jeu d'argent. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus associé aux investissements avec les gains qu'on retrouve en face en maison 11. Les gains de ces investissements. Donc, belle maison, la maison 5, maison du plaisir, maison du fun. Je vous souhaite pas d'avoir Saturne dedans parce que c'est beaucoup moins fun, mais c'est quand même fun si on s'accroche. Voilà. Next, c'est la maison numéro 6. C'est un peu plus spicy. Et ce qui est marrant avec la maison 6, c'est que par rapport à l'astrologie ancienne, c'est une maison dont le sens est partiellement, on va dire, la fonction, peut-être pas la fonction, mais en tout cas la signification a légèrement changé avec le temps, puisque à l'ancienne, l'esclavage s'était légalisé et institutionnalisé. Donc on voyait aussi l'esclavage dans cette maison-là. Pas très fun, hein, c'est la maison de la galère, c'est la maison de l'effort, c'est la maison dans laquelle on gagne son pain. Voilà, c'est une maison qui est importante. Et j'ai oublié ce que je voulais dire. C'est une maison qui est importante. C'est une maison aussi parfois qui est associée à la santé, au corps, aux tissus, aux muscles. C'est une maison qui est traditionnellement associée à la Vierge. Il se passe beaucoup de choses dans la maison 6. C'est une maison du service aussi. Alors, allez savoir si c'est vraiment un service volontaire ou si c'est un service un peu forcé. Mais c'est une maison du service. C'est une maison de la santé. C'est une maison qu'on appelle ça déjà? Comment on appelle ça? Je crois qu'on appelle ça l'homéostasis. Mais là, c'est trop compliqué à expliquer ici et faut que j'avance. Next, maison 7, c'est la maison des contrats. C'est la maison des alliances, c'est la maison des relations officielles. Moi, j'aime bien dire à mes clients pour leur faire la différence entre les différents types de relations. Relation maison 5, je viens de vous décrire. Relation maison 7, relation officielle. Les gens sont au courant. Voilà, on sait qui vous êtes, avec qui vous êtes, pourquoi vous vous connaissez, dans quel contexte vous êtes rencontrés, etc. C'est quoi votre vibe à deux, brrra. Tout ça, c'est la maison 7. C'est une maison des contrats, une maison de la négociation et c'est une maison qui abrite un autre point spécial. En face de l'ascendant, c'est le descendant. Et il y a beaucoup de mystères autour du descendant parce que c'est une figure qui est un peu moins connue dans l'astrologie. Hein. Et surtout, je vais vous dire la vérité parce que ça concerne les autres et que on est dans une astrologie qui est très moi, je. Et les gens n'ont pas le réflexe d'aller chercher le descendant. Alors qu'en fait, quand on cherche et qu'on se renseigne sur le descendant, on arrive à capter qu'il y a certaines parties de notre personnalité qui sont peut-être pas bien intégrées à l'ensemble. Où clairement, on joue un rôle. Clairement, c'est pas nous. Et qu'est-ce qu'on fait de cette énergie, en fait? Et donc, si vous voulez en savoir plus, n'hésitez pas à explorer votre descendant avec le Perséphone, notamment. Voilà, analyse de Lilith du descendant, ouais, Perséphone. Sur Mythologie Astrale, donc vous envoyez un mail à mythoastral@gmail.com. Et next, c'est la maison 8. Et c'est marrant parce que c'est pas une maison que j'aime. Mais c'est une maison à laquelle j'ai dû m'acclimater parce que ma lune se trouve dedans. Donc à un moment donné, tu peux hurler de terreur avec ta lune dans la maison du trauma et des frayeurs et compagnie. Mais à un moment donné, faut s'acclimater, faut s'habituer parce que ça va pas changer. Donc voilà.
Une maison qui fait flipper tout le monde, mais qui devrait pas. Ayez peur de la maison 12. Moi, j'aurais plus peur de la maison 12. Ouais, c'est une maison qui fait flipper, mais franchement, je vais vous dire un truc, ça va peut-être vous permettre de décomplexer sur la maison 8. Putain, on dirait une émission radio, le bail. Je parle vraiment comme si... je suis pas du tout en mode podcast là, mais je vais vous donner un truc pour décomplexer de la maison 8. En fait, il faut se dire que la sensation de quitter votre maison 8 pour rentrer dans votre maison 9, elle mérite tous les sacrifices, toutes les prises de risques, tous les dangers. Vous aimez cette sensation, cette espèce de rush quand vous venez de terminer une tâche, quand vous venez d'abattre un adversaire, quand vous venez d'abattre votre géant, votre Goliath. Ce truc de se dire what's next, c'est frais quand même, c'est rafraîchissant, voilà. Et ça, c'est vraiment, c'est un bon moyen de décrire les expériences qu'on vit dans la maison 8 et ce qu'on ressent ensuite quand on sort de la maison 8 pour rentrer dans cette maison 9 en fait. Voilà. Et là, je vous ai même pas fait les liens à chaque fois d'une maison à l'autre parce qu'on a clairement pas le temps. Mais sur Patreon, je vais sûrement faire un épisode bonus où je vais parler des liens à chaque fois puisque chaque maison a des liens. Chaque maison a des liens. Ah, c'est trop cher. Je suis en train de chercher. Oh my goodness. Je suis en train de chercher des apparts à Lisbonne. S'il y a des gens qui écoutent le podcast depuis le Portugal, je vous remercie parce que d'ailleurs la personne qui m'a prêté son appart et tout, c'est un auditeur du podcast qui vit à Lisbonne. Donc je vais pas trop, c'est pour ça je vais pas trop gratter et tout. Mais là, s'il y a des personnes qui écoutent le podcast qui sont portugaises, si vous connaissez des citoyens portugais, envoyez-moi un mail. C'est important. Voilà, envoyez-moi un mail à mythoastral@gmail.com et tout, genre c'est important, ça va prendre longtemps, mais là je suis en big recherche d'appart et ouais, là on a besoin de faire feu de tout bois. Voilà. On revient dans l'épisode, attention. Donc cette maison 8, elle est effrayante, c'est une maison qui fait peur, c'est une maison où tout ce qui se trouve dedans, c'est des choses qu'on perçoit peut-être un peu moins. Parce que noyé dans des frayeurs, du trauma, des dragons, beaucoup de serpents de mer, beaucoup de choses qui font peur en fait, des monstres, des loups-garous, beaucoup de choses qui font très peur. Et du coup, les gens veulent pas rentrer dans cette maison, alors qu'en fait, la thune se trouve derrière le dos du dragon, le coffre-fort se trouve dans la malle derrière le loup-garou, sous le serpent de mer se trouve le plus grand trésor de l'Atlantide. Enfin voilà, en fait, il faut y aller quoi. Il faut y aller, il faut se battre. Il faut faire preuve de courage. Et quand on sort de cette maison 8, que c'est bon en fait de se dire mais waouh, on vient de finir ce chapitre, on vient de finir cette aventure qui était horrible. What's next en fait? What's next? Et what's next, c'est la maison 9, c'est la maison où pour moi on décolle, voilà, on est mort un peu symboliquement dans cette maison 8 et on décolle dans la maison 9, on prend notre envol, c'est parti, c'est l'aventure. Certains vont s'engager dans de nouvelles études, d'autres personnes vont apprendre une nouvelle langue, ça va leur apporter plein d'opportunités, d'autres personnes vont s'engager dans une nouvelle religion, d'autres personnes vont s'intéresser à une nouvelle spiritualité, d'autres personnes vont décider de partir en pèlerinage quelque part dans le monde, en voyage dans des contrées lointaines avec des cultures qui sont différentes. Voilà, tout le monde part un peu, c'est la grande aventure, c'est la gare avec la station 9 3/4 dans Harry Potter. C'est cette espèce de grand carrefour en fait de votre thème où les choses bougent, où il se passe des choses. Moi, je me dis les moments de ma vie où je suis le plus heureux et le plus stable et où je me sens le plus chez moi, bizarrement, c'est toujours à l'étranger. C'est jamais là où j'ai grandi, en fait. C'est toujours à l'étranger. Et là où je me suis senti le plus malheureux, c'est là où j'ai grandi. Et cette maison 9, pour ma part, en tout cas, qui est en Cancer, voilà, c'est une maison qui fait que l'aventure, c'est ma life, en fait. Voilà. Après, j'ai peur, je flippe et tout, mais l'aventure, c'est ma life. Ma Vénus est là-bas, ma Mercure est là-bas. Dans le système Placidus, mon Soleil est en maison 9 aussi. C'est vraiment, c'est la vida loca, quoi. Bon, après, vous pouvez aussi avoir des planètes de merde dans la maison 9, et ça, c'est la vie, hein, ça. Du coup, c'est comme dans la maison 5, voilà, faut serrer, faut se serrer la ceinture, faut, voilà, croiser des pieds, croiser des bras, croiser des doigts, et attendre que ça passe. La maison 10 entière, c'est la maison, évidemment, de la réputation et de la carrière. C'est une maison qui est pas forcément associée à des gens qui ont un CV de malade sur LinkedIn, des bêtes de business school, Ivy League et ce que vous voulez, hein, ça n'a rien à voir. La maison 10, c'est une vue de votre vie en drone, voilà. Comment est-ce qu'on vous voit de loin? Qu'est-ce que vous inspirez? Quel est le compte qui est associé à votre image publique? De quoi est faite votre image publique?
quelle qualité ou quel trait caractéristique est important dans votre image publique. Tout ça, c'est des choses de la maison de 10 en fait. Et ça peut autant s'appliquer à une mère de famille au chômage depuis 1962, mais hyper active dans son quartier, hyper impliquée dans l'éducation de ses enfants, et elle est perçue comme ça, que à un businessman milliardaire, île privée, et tout ce qui va et tout ce qui s'ensuit. Next, non, pas next. La maison 10 abrite un point spécial, le demi-ciel. Le demi-ciel parfois peut se trouver en maison 9 ou en maison 11, mais voilà, là on va dire qu'il est en maison 10. La différence entre la maison 10 et le demi-ciel, c'est que la maison 10 va vraiment décrire ce secteur-là de votre vie et surtout qui vous êtes dans cette maison. Dans chaque maison, vous êtes une personne différente. Qui vous êtes en fait dans cette maison. Le demi-ciel, c'est le point le plus haut de votre ciel et c'est l'antithèse du fond de ciel. Donc c'est vraiment l'inspiration la plus haute. Pour moi, c'est une forme de terminus, le demi-ciel, mais voilà, c'est vraiment vous avez accompli tout ce que vous avez accompli dans votre vie. On prend une photo de vous. Quelle est l'énergie qui ressort le plus de cette photo en fait? Et là, on va utiliser chaque signe pour qualifier cette énergie et ensuite brosser plus large et expliquer en détail, voilà, à partir de cette énergie, dans quelle direction est-ce qu'on va? Est-ce que l'archétype veut nous faire dire ça ou est-ce qu'il essaie de nous faire dire ça? Et on croise aussi avec ce qu'il y a à l'intérieur de la maison, etc. Donc tout ça, c'est des choses que je fais dans le cadre des interprétations de thèmes. Donc n'hésitez vraiment pas à réserver vos interprétations de thèmes. Vous envoyez un mail à mythoastral@gmail.com. Actuellement, il y a une réduction de 20% quand vous envoyez un mail directement. Mais si vous voulez, vous passez par la boutique. Mais j'ai pas encore changé les tarots sur la boutique. Donc sur la boutique, c'est full price. Voilà. Qu'est-ce que je vous... Bon, vous me direz, vous pouvez passer par la boutique aussi et je vous envoie la différence. On n'est pas à ça près. Qu'est-ce que je vais vous dire d'autre? Next, la maison 11, c'est une maison que j'aime beaucoup. Voilà. Malheureusement pour moi j'ai Chiron dans cette maison, mais je vous jure, c'est une maison que j'aime beaucoup. C'est la maison des plus grandes ambitions qu'on a, non seulement pour nous, mais pour l'humanité, en fait. Donc, tout de suite, c'est une maison qui nous force à être plus grand, à être plus mature, à être plus responsable, à être plus, voilà, plus adulte, un peu plus Dieu comme, voilà, je trouve, cette maison 11. Elle pousse vers le meilleur de ce qu'on peut être. C'est les plus grandes ambitions, la maison 11. C'est la maison du salaire, c'est la maison des gains, hein. C'est tout ce qui a été accumulé et amassé comme fortune et comme accomplissement dans la maison précédente. Donc, c'est une belle maison. Et c'est une maison dans laquelle on nous inspire vraiment à faire du bien autour de nous, à donner aux autres, hein, à participer à des œuvres caritatives, à soutenir des associations, à donner de sa personne, à donner de son temps, à fusionner avec d'autres personnes, à former des cercles sociaux, des cercles qui sont serrés, des tribus, des clans, des tribus d'âmes, des personnes avec qui on est vraiment en phase et aligné. Tout ça, c'est le programme de la maison 11. Donc, autant vous dire, ouais, c'est clairement ma maison préférée. Même si c'est une maison dans laquelle j'ai pas beaucoup de chance. Moi, j'ai Chiron dedans. Donc, c'est un peu la merde, mais c'est pas grave. Et enfin, on a la maison 12. Est-ce que l'enregistrement va s'arrêter brutalement? Est-ce que je vais perdre tout ce que j'ai? À chaque fois qu'on parle de la maison 12, c'est la merde. Voilà. Mais on va y arriver, step by step. La maison 12, c'est la maison dont vous devriez avoir peur. Vous voulez avoir peur d'une maison, ayez peur de la maison 12. La maison 8, c'est du petit lait à côté. La maison 12, imaginez une salle, genre la salle de l'esprit et du temps, dans Dragon Ball Z d'Akira Toriyama. Imaginez une salle dans laquelle il y a une infinité de portes, et chaque porte donne sur une dimension différente, en fait. Et en fait, la salle, elle est située nulle part, elle existe sur aucune carte. C'est ça pour moi la maison 12. C'est la maison 12, c'est la maison de Dieu. C'est une maison qui est traditionnellement associée au poisson. C'est le point le moins prononcé du chart. Si la maison 1 c'est la terre, la maison 12 c'est les abysses. C'est sous le niveau, c'est sous la ligne d'horizon en fait dans le thème astral. Et c'est une maison qui est mystérieuse, c'est une maison qui est lugubre, c'est une maison qui est associée à l'exil, c'est une maison qui est associée dans certains cas à une forme de perte,
il y a des choses qui se dissolvent en fait dans la maison 12. Moi, j'aime pas dire que c'est des choses qui sont supprimées, c'est peut-être des choses qui sont déplacées, qui disparaissent et qui se révèlent à nouveau à des moments opportuns. Mais c'est vrai que moi, j'ai tendance à dire à mes clients que ce qui se trouve dans la maison 12, c'est quand même beaucoup de choses auxquelles on a décidé de renoncer. Évidemment, avec la progression du thème, les choses changent et les choses évoluent. Mais c'est grandement des choses qu'on a décidé auxquelles on a décidé de renoncer. Et donc, je vais pas vous expliquer ici parce que c'est trop long. Mais voilà, c'est une belle maison tout de même. C'est une maison dans laquelle on peut avoir des expériences extraordinaires, une connexion avec le divin et avec Dieu extraordinaire, une connexion avec d'autres entités. Alors, ça, c'est à vos risques et périls, mais avec d'autres entités que Dieu. Il n'y a pas que Dieu dans le monde immatériel, hein. Grâce à cette maison 12 qui forme en fait un portail avec l'entièreté du cosmos, quoi. Enfin, c'est la plus grande maison. Si les maisons devaient être représentées physiquement, la maison 12, c'est la maison qui englobe secrètement l'entièreté de toute la construction du thème. Donc c'est pour des gens qui font des calculs et qui tracent leur thème avec une règle, là votre cerveau il vient d'exploser. Mais je vous parle d'un point de vue philosophique et d'un point de vue symbolique. Moi je suis un symboliste. Mais voilà, donc ouais, c'est la maison 12, c'est celle qui englobe toute l'entièreté du thème, en tout cas, dont les portes donneraient accès à n'importe quelle maison, quoi. C'est l'oméga de l'alpha, quoi. C'est la dernière maison, c'est l'ultime maison. Et il y a encore plein d'autres choses qu'on peut voir dans cette maison-là. On peut voir du karma, on peut voir, voilà, il y a des astrologues indiens vont vous dire qu'on voit les circonstances dans lesquelles vous allez mourir ou les circonstances dans lesquelles vous êtes mort dans la vie précédente. Enfin, ça va très loin hein, avec la maison 12. Donc à mon avis, si j'étais vous, j'irais pas trop fouiner dedans, mais effectivement, si vous voulez faire du shadow work, travailler sur votre ombre, bien intégrer les choses que vous devez intégrer dans votre thème, oui, évidemment, il faut explorer la maison 12, il faut maîtriser autant que se peut la maison 12, et ça, c'est quelque chose que je propose dans le Perséphone. Donc le Perséphone, c'est vraiment shadow work, shadow work, shadow work. Maison 12, maison 7, exploration du descendant, de Lilith et de plein d'autres aspects du thème. Ça, c'est le Perséphone. Mais l'exploration en détail des maisons, on l'a tout simplement avec la lecture compréhensible de thème astral que j'ai appelé Héraclès parce que c'est vraiment les 12 travaux d'Hercule pour moi à chaque fois que j'interprète un thème. Mais c'est fait avec plaisir, c'est fait avec mon cœur, c'est ma passion et grâce au Patreon, je peux en vivre. Donc vraiment, merci du fond du cœur. Le webinaire, il a été déplacé. Alors, je sais pas quand est-ce que je vais poster ce truc-là, cet épisode, mais le webinaire, il doit être le 13 mai, il a été déplacé au 17 pour que les personnes qui bénéficient de la clinique astrale, qui pouvaient pas être présentes le 13, puissent être présentes au 17. Et c'est un webinaire dont je vais rendre la rediffusion accessible à tous. Je vais la diffuser directement sur la chaîne. Donc voilà, que tout le monde puisse en bénéficier. Ce sera un webinaire qui aura pour thème Pluton. Voilà, c'était Chris pour Mythologie Astrale. Si vous m'avez trouvé, c'est que vous êtes plutôt futé et on se retrouve dans le prochain épisode du podcast.